Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Moubarak Lo, économiste, statisticien et conseiller économique du Premier ministre du Sénégal. Beaucoup de questions. Son livre « L'émergence économique des nations, définitions et mesures ». La croissance, la note de Moody's, les statistiques, quelle réforme, le secteur privé, l'emploi, l'UMOA et le franc CFA, l'enjeu des législatives sénégalaises, la présidentielle française et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Moubarak Lo face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche. Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Moubarak Lo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste en chef du Premier ministre du Sénégal, conseiller spécial de Monsieur le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, économiste statisticien de formation. Vous êtes le président de l'Institut de l'émergence et chercheur senior à l'OCP Policy Center du Maroc. L'OCP, c'est l'Office chérifien des phosphates. Vous êtes aussi expert du système des Nations Unies, de la Commission économique pour l'Afrique, de la BAD, de la Banque mondiale, de l'Union africaine et de la CEDEAO. L'économie intéresse justement les Sénégalais qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Les auditeurs peuvent nous suivre d'ailleurs sur GFM et vous, disponible sur Android et sur Apple Store et sur Grand Jury RFM. Vous venez de publier, Moubarak Lo, à l'Harmattan Sénégal, un livre titré « L'émergence économique des nations, définitions et mesures ». Vous y théorisez l'émergence économique qui est une étape vers la convergence avec les pays développés et proposer une méthode de mesure de l'émergence à travers un indice synthétique appelé ISEM, méthode que vous avez expérimenté avec un échantillon de 115 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. L'utilité potentielle de l'indice ISEM est enfin indiquée, dites-vous. Qu'apporte votre ouvrage depuis qu'on parle de l'émergence? Bon, merci beaucoup Mamoudou et je salue les auditeurs. Vous savez, l'émergence, c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, notamment dans les pays africains. Il n'y a pas un chef d'État pratiquement qui ne parle de faire de son pays un pays émergent. Mais derrière cette affirmation, vous trouverez rarement des arguments théoriques qui puissent indiquer ce que c'est que l'émergence. Parce que si vous fixez un objectif, mais que vous ne définissiez pas ce que cela veut dire l'objectif, ce sera difficile demain de mesurer, de dire que vous avez atteint ou vous n'avez pas atteint. Donc il me paraît important de définir ce que c'est que l'émergence, de dire exactement ce que c'est qu'un pays émergent. Ce qui n'est pas, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Vous trouverez autant de définitions que d'auteurs. Deuxièmement, il n'y a pratiquement pas d'instrument de mesure. Donc les gens parlent d'émergence sans mesurer ce que c'est que l'émergence. Et donc il nous a paru utile en tant que chercheur, parce que c'est d'abord en chercheur que j'ai fait ce livre. C'est le produit de 15 ans de recherche. Depuis 2002, je travaille sur cette notion d'émergence. Et donc il m'a paru important de proposer une méthode de mesure. Et quand vous faites une mesure statistique, il faut commencer par la conception théorique. Il faut d'abord définir, ensuite sur la base de la définition, vous proposez des indicateurs de mesure. La troisième étape maintenant, c'est de tester empiriquement la méthode. Ce que nous avons fait, on ne l'a pas fait seulement en Afrique, mais on a utilisé l'ensemble des pays du monde dont le revenu par tête en 1960 était inférieur au tiers de celui des États-Unis. Parce qu'en 1960, c'était les États-Unis qui étaient le pays le plus riche du monde. Donc c'est cette méthode qu'on a suivie. Nous avons ensuite regardé la trajectoire de ces pays, parce qu'en 1960, ces 115 pays avaient des niveaux de PIB relativement voisins. Mais on a vu que dans leur cheminement, après 20 ans, il y a eu des écarts. Certains pays ont accéléré, d'autres ont fait du surplace et d'autres ont quasiment reculé. Nous les avons observés également en 2000.
ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous progressez, vous voyez que l'échantillon qui était relativement homogène en 1960, donc qu'on pouvait presque constituer en une seule classe, est devenu 8 classes aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment des performances hétérogènes. En 1960, le Sénégal avait un PIB qui représentait le tiers de celui des États-Unis et on donne souvent pour l'exemple, pour le mettre en parallèle, la Corée du Sud. On va y revenir tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, quels sont les indicateurs de mesure de l'émergence à travers votre indice ISEM? Bon, d'abord, il faut faire la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent? Vous savez, j'ai regardé le dictionnaire, parce qu'il y a plusieurs définitions dans le dictionnaire. On vous dit qu'émerger, c'est sortir d'un trou, ou parfois on vous dit sortir la tête de l'eau, parfois on fait référence à un éclair, quelque chose qui apparaît comme ça au-dessus du ciel. J'ai regardé la définition du dictionnaire Le Robert. C'est celui qui m'a le plus satisfait, parce que cette définition dit que émerger, c'est dit d'un phénomène qui s'impose à l'attention par sa valeur. C'est pourquoi je vous taquinais tout à l'heure en vous disant que le nouveau studio du grand jury, c'est un studio émergent. De RFM, disons. De RFM, oui. Parce que ça attire l'attention par sa valeur. Donc chaque fois que vous voyez un phénomène qui attire l'attention par sa valeur, c'est un phénomène émergent. Donc un pays émergent, c'est un pays qui attire l'attention. Parce que ce pays-là a su, au terme de multiples efforts, développer une valeur concrète. Et donc l'émergence, ça procède d'efforts. Il faut faire vraiment des réformes de grande ampleur. Au terme de ces efforts, vous devenez ce qu'on appelle un pays émergé. On va y venir tout à l'heure. Parce qu'il faut distinguer émergent, G-E-A-N-T, et émerger. Oui. Émergent, c'est un processus. C'est lorsque le pays est en train d'aller vers l'émergence qu'on l'appelle un pays émergent. Et une fois qu'il a sorti la tête de l'eau, il devient émergé et là, il peut naviguer tranquillement pour aller au rivage du développement et devenir un pays qui a convergé avec les pays riches. C'est un peu ça la dynamique. Donc l'émergence, c'est un processus vertical parce que vous étiez au fond de l'eau. Oui. Il faut faire un effort pour sortir, oui. Parce que ça ne peut être que vertical. Si vous nagez de manière horizontale, vous n'avez jamais sorti de l'eau. Et vous utilisez l'image de la fusée. Exactement. Oui. Et une fois maintenant que vous êtes en haut, vous pouvez maintenant, de manière horizontale, nager pour aller atteindre les berges. L'image de la course automobile. L'image de la course automobile. Émergence, parce que ça, c'est le catch-up, convergence. Le fameux catch-up, le rattrapage des pays riches. Vous ne le dites pas dans le livre par humilité, mais je prends le risque quand même de le dire. Vous décrivez là ce que j'appellerais la pyramide de Moubarak-Lô, en comparaison à la célèbre pyramide de Maslow. Oui, bon, en tout cas... Oui. En tout cas, c'est une réflexion qui est en cours parce que chaque jour, j'ai de nouvelles trouvailles. Je continue. C'est une recherche qui continue. Je compte même publier une deuxième édition du livre et je pense que je vais complexifier davantage ce concept d'émergence. Il y a des éléments nouveaux que j'ai pu trouver ces dernières semaines. Alors, quels sont les indicateurs justement de mesure? Très bien. Donc, on peut dire qu'un pays émergent, c'est un pays qui a une croissance rapide et durable. Donc, il faut que ce soit rapide. Il faut que, quand on observe le pays pendant 10 ans, ce pays ait connu des taux de croissance de 7% en moyenne. Si vous prenez la Malaisie, entre 1970 et 1997, le taux moyen de croissance en Malaisie, c'est 7%. La Chine, vous avez vu la Chine, depuis 1990, c'est des rythmes effrénés de développement. Donc, pour qu'un pays puisse être désigné comme un pays émergé, je préfère utiliser ce terme parce qu'émergence, je vous ai dit, c'est le processus qui mène vers l'émergence. Donc, pour être émergé, il faut vraiment avoir fait pendant une longue période, 10, 15, 20 ans, des taux de croissance élevés, de l'ordre de 7 à 8 à 10%. Ça, c'est le premier élément. Et vous dites l'émergence économique est à la fois un processus et un résultat. Exactement. Le processus, c'est le fait que vous êtes en train d'accélérer la croissance, d'avoir de l'investissement, de vous insérer mieux dans l'économie mondiale.
Et émerger, c'est quand vous aurez fini de faire toutes ces transformations et vous devenez un acteur majeur de l'économie mondiale. Ce qui vous permet d'être dedans, parce que comme on dit en Wolof, Balangana, donc l'enjeu aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est d'être dans l'économie mondiale. Juste parce qu'il y a des pays qui sont dedans et d'autres qui sont dehors. Toute la bataille, c'est quand les grands investisseurs décident d'investir, ils disent ce pays-là doit être dans ma shortlist. C'est ça la grande bataille. Revenons aux indicateurs. Le premier élément, c'est la croissance rapide mais durable. Vous ne devez pas avoir des taux de croissance de 30%, ensuite l'année suivante avoir des taux de moins 5%. Il faut vraiment que ce soit durable, que le palier que vous atteignez, vous puissiez le maintenir. Parce qu'on dit souvent que en matière de croissance, le plus difficile, c'est pas d'initier la croissance. Donc de commencer une croissance rapide. Mais le plus difficile, c'est de maintenir le rythme que vous commencez. C'est bien de commencer, vous allez avoir 1, 2, 3 ans de croissance rapide, mais le maintien de cette croissance sur la durée, 10, 15, 20 ans, c'est ça l'enjeu. Le deuxième élément, il faut que ce soit une croissance diversifiée. Il faut que vous fassiez ce qu'on appelle une transformation structurelle. C'est-à-dire, si vous étiez un pays qui n'exportait que des matières premières, que vous commenciez à diversifier d'abord les secteurs et les produits, mais deuxièmement, que vous transformiez, que vous n'exportiez plus des produits non transformés, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, notre pétrole, notre gaz, les matières minérales, tout ça souvent, ou les produits de la forêt, voire même les produits de la terre, sont tirés, disons, de notre terre ou de notre sous-sol, et ensuite on les exporte sans les transformer. C'est vrai qu'il y a des efforts maintenant. Un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, fait des efforts énormes en matière de transformation du cacao. Je donne cet exemple. Le Gabon aussi pour le bois. Le Sénégal l'a toujours fait pour le phosphate. Voilà les bonnes stratégies. Et donc c'est important de diversifier, c'est important de transformer. Et troisièmement, vous devez également être un acteur des échanges mondiaux. Vous devez exporter des produits manufacturés, et tout ceci doit se faire dans un cadre macroéconomique sain. Parce que si vous n'avez pas de cadre macroéconomique sain, tôt ou tard, vous aurez des retournements de conjoncture et donc votre développement sera freiné de manière rapide. Tout à l'heure, je faisais allusion à notre PIB en 60 en faisant un parallèle entre le Sénégal et la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays émergent. On est bien d'accord. Plus qu'émergent. Plus qu'émergent même. La Corée du Sud est un pays que j'appelle prédéveloppé. Le Sénégal a un plan, dit plan Sénégal émergent. Vous venez de décrire les indicateurs de l'émergence. Notre pays est-il un pays émergent? Non, le Sénégal n'est pas encore un pays que je peux appeler émergé. Le Sénégal, disons que c'est un pays potentiellement émergent. Parce que vous savez, en recherche, c'est académique. Donc, c'est que vos commentaires doivent être guidés par les chiffres que vous trouvez. D'ailleurs, dans l'indice que j'ai produit, j'ai classé le Sénégal. Sur 115 pays, le Sénégal était autour de 75. C'est vrai qu'il fait beaucoup mieux que beaucoup de pays africains. C'est quand même un pays qui se classe, disons, dans la moitié supérieure en Afrique. Mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour devenir un pays émergé. La dynamique est là, mais nous n'avons pas encore atteint le rythme de croisière qui nous permet de devenir ou d'être consacré comme pays émergé. Ahmed Fall vous pose la question suivante. J'aimerais savoir si le PSE est une copie ou reflète réellement la possibilité d'un Sénégal émergent. Bon, le PSE, c'est un bon document qui peut toujours être amélioré. D'ailleurs, il y aura un deuxième PSE à partir de 2019. Ah oui? Oui, parce que c'est comme ça. C'était un plan sur 2014-2018. Il y aura un deuxième PSE. Et ce deuxième PSE permettra... Mais qui suppose que le premier PSE ait atteint ses résultats, non? Bon, disons que... Ou qui permettra de rectifier en termes de croissance, le rythme, éventuellement. Le rythme suit en quelque sorte les prévisions. On n'a pas atteint les prévisions encore parce qu'il fallait passer de 7 à 8%.
Le pays espère l'atteindre d'ici 2018. Et c'était l'objectif d'ailleurs. Voilà, il y a un effort qui est là. Il faudra peut-être faire beaucoup plus d'efforts dans le domaine de la transformation, dans le domaine de l'industrialisation, dans le domaine de la création d'emplois. C'est peut-être sur ces aspects-là qu'il faudra insister dans le futur. Pourquoi la Corée du Sud est plus qu'émergente alors qu'elle était au même niveau de développement que le Sénégal en 1960 et que notre pays ne le soit pas aujourd'hui? Bon, vous savez, les pays n'obtiennent que le fruit de leur labeur. La Corée a plus travaillé que le Sénégal. La Corée a su mettre en place des stratégies, a su mobiliser sa population, développer son capital humain, développer ses infrastructures, améliorer sa productivité, augmenter le nombre de travailleurs. Je vous donne un chiffre. D'après les calculs de l'OCDE, là où la Corée du Sud travaille en moyenne de manière effective, parce qu'il y a les heures consacrées dans les textes, mais le nombre d'heures effectivement travaillées, on prend en compte les absences, également la présence même sur le site de travail, parce que vous pouvez être dans l'usine, mais vous ne travaillez pas. Vous pouvez également sortir, etc. Donc, si vous tenez compte de tout cela, les Coréens travaillent 500 heures de plus que les Sénégalais. Je vous donne ce chiffre, 500 heures par an. Deuxièmement, la productivité horaire d'un travailleur moyen coréen est supérieure au travailleur moyen sénégalais. Ensuite, il y a plus de taux d'occupation des Coréens qu'au Sénégal. Donc, si vous cumulez ces trois éléments, vous prenez les équations de production, sur tous les trois éléments, les Coréens nous battent. Donc, c'est ça qui a expliqué que le rythme, parce que tout ça devient exponentiel, parce que c'est en multiplication. Mais donc, ils nous battent largement. Je vais vous poser une question vicieuse, peut-être. Est-ce qu'on peut faire abstraction aussi de la nature du régime coréen à l'époque, le régime du président Park, dont la fille était présidente il y a jusqu'à quelques jours encore avant d'être destituée et arrêtée. Nous avions opté dès 1960 pour un régime démocratique, on le dira, même si le régime de Senghor a été critiqué par beaucoup d'acteurs politiques et de libres penseurs à l'époque. Est-ce qu'aussi la nature du régime politique, la dictature productive, n'a pas joué en Corée du Sud? Bon, disons que si on fait les comparaisons internationales, vous prenez un pays comme Singapour, c'est une démocratie autoritaire, sous Lee Kuan Yew. Vous prenez la Malaisie, c'était une démocratie, mais avec des leaders forts, notamment Mahathir. On n'a pas besoin seulement que d'institutions fortes, on a aussi besoin de leaders forts. Oui, c'est important. Il faut associer les deux. C'est important. C'est vrai, on a bien aimé la belle phrase d'Obama, mais voilà, avoir des leaders forts, c'est aussi important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Dans les pays pauvres, les institutions fortes, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous avez fortement un leadership fort. Je préfère le terme leadership fort que leader fort. Oui. Parce que leadership, c'est à la fois... On se comprend. Voilà, tous ceux qui participent. C'est également la discipline. Vous savez, c'est là où je voulais en venir. Parce que vous avez également des démocraties comme l'île Maurice qui ont su devenir des pays émergés. Oui. Alors que c'était des démocraties très ouvertes. Pourquoi on n'y arrive pas encore? Parce qu'il nous manque la discipline. C'est l'élément clé. C'est pas la nature du régime en soi, c'est l'élément de la discipline. La discipline, c'est de faire un plan, de l'exécuter, ensuite de ne pas dévier et de mobiliser également toute la population. Aujourd'hui, si vous circulez à Dakar, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de théorie. Je regarde les faits. Quand je vois les gens qui jettent dans la rue, certains comportements, je me dis qu'on est loin, en tout cas, de l'objectif. L'émergence est un visage, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors, je rappelle à 11h30 que nous recevons l'économiste statisticien, j'y arrive cette fois-ci, Moubarak Lo. Il est l'auteur du livre L'émergence économique des nations, définition et mesures. Alors, à côté de l'émergence, dans votre livre, bien sûr, vous parlez beaucoup de convergence aussi, que vous qualifiez de chantier de longue durée. Il y a aussi les termes croissance, développement qui y sont évoqués. Émergence, convergence, croissance, développement, que faut-il comprendre? Bon, disons, la constante, c'est le développement. Il y a un prix Nobel qui s'appelle Amartya Sen qui a dit que
Le développement, c'est de permettre à chaque citoyen de vivre la vie qui a de la valeur à ses yeux. Ce qui est important, c'est de permettre à chaque Sénégalais, à chaque Africain, à chaque citoyen du monde, de pouvoir être heureux et de pouvoir vivre une vie qui a de la valeur. C'est ça le développement. Maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs, je préfère utiliser ce concept du développement qu'une course effrénée vers le rattrapage, disons, des revenus par tête. Il faut un minimum de revenus par tête pour pouvoir rendre les gens heureux. Mais à partir d'un certain moment, les gens peuvent complexifier leur équation personnelle. C'est pourquoi un pays comme Bhoutan a inventé ce qu'ils appellent le bonheur national brut, au lieu de mettre le produit national brut. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est le bonheur. Et dans leur bonheur, ils mettent la spiritualité, ils mettent la famille et tout ça. Et donc, ce qui est important pour un pays, c'est que les citoyens aient un minimum de niveau de développement, parce que je ne crois pas à un développement où les citoyens ne peuvent pas avoir une éducation de qualité, une santé de qualité, un revenu minimum avec des logements de qualité. Donc ça, c'est la base. Maintenant, pour arriver à ça, bien évidemment, vous devez faire des réformes très élevées. Et vous devez également procéder par étapes. Est-ce le cas du Sénégal? Je vais y venir pour le cas particulier du Sénégal. Ouais. Ce qui est important, c'est de procéder par étapes. Parce que, vous savez, dans la conduite du chantier de développement, il faut être stratège. Si je dis que tout de suite, je veux devenir comme les États-Unis, vous n'allez pas y arriver. Parce que ça, c'est un chantier de très longue haleine et qui n'est peut-être même pas pertinent. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire, surtout pour un leader qui arrive au pouvoir, dans les 10-15 ans, voilà l'ambition que je forge pour ma nation. Et voilà sur une génération ce que notre nation peut espérer pouvoir réaliser. J'aime bien les exemples concrets. Le président de la République, Macky Sall, l'a fait. Oui, je pense qu'à travers le PSE avec 2035, c'est un peu ça l'ambition. Et le PSE a été décliné à un premier plan d'action 2014-2018 qui aspire à accélérer la croissance. Maintenant, il faut effectivement que dans le cadre du deuxième PSE, qu'on tire les leçons du premier PSE, surtout qu'on a beaucoup plus de temps, parce que le premier PSE a été fait en urgence, si je peux dire, en moins d'une année. Oui. Cette fois-ci, nous avons suffisamment de temps pour pouvoir penser réellement ce qui doit mener le Sénégal vers l'émergence véritable. Votre regard sur le premier PSE? Le premier PSE, comme je vous ai dit, en rythme de croissance, il y a une évolution qui est là. On est aujourd'hui à 6,7% d'après les chiffres de l'ANSD en 2016. Après l'agence Moody's nous sort 6,5%. Oui, non, 6,7%. Moody's a parlé de 6,7%. Pour 2016. Pour 2015, c'est 6,5%. Et pour 2018, on espère 6,8%. Maintenant, le Sénégal, depuis 2006, son ambition a toujours été de faire 7 à 8%. Et donc, on n'a pas encore atteint ces 7 à 8%. C'est pour vous dire qu'il y a encore des efforts à faire pour pouvoir atteindre ces niveaux qui nous permettent d'aller vite. L'agence Moody's dit la croissance économique réalisée par le Sénégal demeure vigoureuse, tirée essentiellement par les améliorations notées dans les infrastructures énergétiques, de transport ainsi que les réformes structurelles, notamment dans le domaine agricole. En perspective, Moody's prévoit dans le moyen terme une croissance réelle de 6,5% à la faveur de la poursuite de la mise en œuvre du PSE. Je pense que Moody's n'a pas parlé de croissance de 2016. Les chiffres du Sénégal sont établis. Même les FMI ne fait pas les chiffres du Sénégal. Oui. Les chiffres du Sénégal sont établis par les institutions du Sénégal. En prévision, c'est la direction de la prévision des études économiques. En estimation et en confirmation, c'est l'Agence nationale de la statistique. Même les FMI, on peut leur faire confiance. C'est nos instituts et c'est des cadres de valeur qui sont là-bas. Donc, les FMI utilisent nos chiffres. C'est vrai que pour des raisons de comparabilité internationale, ces institutions peuvent venir voir ce qu'on fait. Moody's utilise essentiellement les chiffres du FMI. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure du classement de Moody's. Bien sûr, on va Mais pour revenir, aujourd'hui, si vous voulez doubler le revenu national par tête tous les 10 ans, tous les 7 ans même, tous les 10 ans, ce qu'il vous faut, c'est 10%. Parce que si vous enlevez le taux de croissance démographique, si vous voulez doubler tous les 10 ans, il vous faut croître de 9,5
à 10%. Mais il y a le rebasing récemment, non? Bon, le qui a fait croître le PIB de 30%. Oui, mais il faut distinguer le PIB en tant que tel et le taux de croissance du PIB. Le rebasing a augmenté de 30% le PIB, mais pour pouvoir augmenter chaque année, doubler ce PIB tous les 10 ans, le PIB par tête, il faudra une croissance de 9,5 à 10. Aujourd'hui, nous sommes à 6,7. C'est pour vous dire que nous avons encore ce gap de 2,8, presque la moitié, qu'il nous faudra combler. Donc ça demande des réformes énormes. Parce que la croissance n'est que le produit des réformes. Il faut faire des réformes, améliorer le capital humain, orienter notamment l'éducation vers beaucoup plus de technicité, vers la formation professionnelle, des formations courtes. On peut toujours avoir des chercheurs, mais l'essentiel de ceux qui sortent de l'enseignement supérieur, ça doivent être des gens employables immédiatement, qui ont une technicité et qui répondent aux besoins des entreprises. Il faut également des infrastructures, améliorer aussi la productivité dans les firmes. Une petite question sur le rebasing, puisque nous en parlions là. Comment se fait-il qu'on ait attendu autant de temps pour nous mettre à jour, pour le caler à 2014? On a attendu combien d'années déjà sous votre contrôle? Bon, disons que beaucoup de pays se sont mis. Le Nigeria a commencé, le Ghana l'a fait, et nous également. Donc, disons que c'est un mouvement qui est devenu mondial, ou en tout cas au niveau africain. Et la Côte d'Ivoire va sans doute y aller également. Voilà. Maintenant, ça change nos données parce que c'est quand même une anomalie que d'attendre. C'est pas une anomalie. Il y a de nouveaux systèmes au niveau international qui vous poussent à pouvoir vous adapter à ces nouveaux systèmes de calcul. Très bien. Et deuxièmement, il y a quand même beaucoup de secteurs qui ne sont pas bien aujourd'hui appréhendés. Vous prenez le secteur du transport. Ce n'est pas approché de manière totale. Le secteur minier. Donc tout ça a été pris en compte dans le cadre de ce nouveau calcul. Vous revisitez toute une littérature concernant la classification des pays émergents. On a beaucoup parlé des BRICS. Aujourd'hui, on parle même de BRICS+, de Next 11, Sieverts, MIS, Eagles et Nest. Il y en a bien d'autres. Alors, vous plaidez pour l'adoption de l'ICEM comme mesure de l'émergence économique des nations et sa combinaison, si j'ai bien compris, bien sûr, votre livre, avec le Doing Business et indice de compétitivité mondiale. Bon, disons que dans les indices, très souvent, on mélange les intrants et les extrants. C'est-à-dire qu'on mélange les facteurs d'émergence et les produits de l'émergence, ou les caractéristiques de l'émergence. Dans l'émergence, il est important de distinguer ce qu'on peut appeler les fondements. Qu'il faut bâtir, parce que si vous voulez avoir une maison que tout le monde va apprécier comme une belle maison, comme votre studio, vous devez bâtir d'abord des fondements solides. C'est ces fondements-là, et très souvent dans les indices que vous venez de citer, parfois on mélange les deux. On mélange les fondements et les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est ce qu'on voit. On voit que ce pays-là a une croissance rapide, est inséré dans l'économie mondiale. Les fondements, c'est ce qui a permis d'arriver à là. Parce que c'est là où on a d'ailleurs fait à la théorie de la convergence conditionnelle de Barreau ou d'autres auteurs comme Salahi Martin, qui disent que pour pouvoir atteindre l'émergence, il faut avoir fait 10 ans auparavant les bonnes réformes qui vous permettent de vous mettre à niveau. Ce que le pays contrôle, ce n'est pas les caractéristiques. Le fait d'avoir une croissance, vous ne maîtrisez pas parce qu'il y a tellement de phénomènes aléatoires au niveau mondial, le cours du pétrole, la demande mondiale, vous ne maîtrisez rien, la pluviométrie au Sénégal. Mais ce que vous maîtrisez en revanche, c'est vos réformes. Vous pouvez maîtriser les réformes dans l'éducation, les infrastructures que vous allez mettre en place, l'amélioration du comportement des fonctionnaires pour avoir un État rapide qui réponde aux besoins du secteur privé de manière alerte, un État également intègre. Tous ces éléments, c'est maîtrisé par le gouvernement. En revanche, ce que le gouvernement ne maîtrise pas, c'est les caractéristiques. Et souvent, dans ces indices, on mélange les deux, la chèvre et le chou, comme on dit. Il faut bien les distinguer. Et d'ailleurs, nous, dans nos recherches, nous allons faire dans le futur ce qu'on appelle un modèle à effet retardé. C'est-à-dire, vous prenez les fondements aujourd'hui que le pays bâtit et on démontre que si le pays met en place les bons fondements, dans 10 ans,
toutes choses égales par ailleurs, il ne peut que devenir un pays émergent. Toute la bataille, c'est vraiment la bataille des réformes. J'insiste dessus. Vous êtes conseiller spécial du Premier ministre, son économiste en chef. Vous avez bon espoir que cet indice sera adopté au moins par le Sénégal? Bon, nous sommes en train de discuter. Je ne trahis pas en secret. J'ai discuté il y a quelques jours avec le directeur de la prévision des études économiques pour qu'en relation avec le ministère des Finances, qu'on puisse utiliser ces outils, qu'on le complexifie d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux encore pour pouvoir guider le travail qui se fait au niveau de l'État. Vous préconisez une réforme des statistiques au Sénégal, avec tous ces chiffres qui circulent, souvent contestés. Ouais. Est-ce qu'il faut aller vers une réforme? Bon, disons que la réforme a déjà été faite au début des années 2000. C'est ce qui a permis d'aboutir à l'ANSD. Ouais. N'oubliez pas qu'avant, on avait une direction de la prévision de la statistique qui a été scindée en une agence nationale de la statistique et de la démographie à une direction de la prévision et des études économiques. On a créé également un conseil national de la statistique qui est présidé par le Premier ministre. Et également un CTPS, un comité technique des programmes statistiques qui est présidé par le directeur général de l'ANSD. Ça, c'est la réforme avec une ANSD qui a été renforcée. Aujourd'hui, l'ANSD fait partie des agences africaines qui ont le plus de ressources. Parce que si vous compariez avec l'agence de la Côte d'Ivoire, il y a quelques années, c'était parfois du simple à multiplier par 5, voire par 6. Pas besoin de réformer la réforme. S'il y a encore des réformes, des améliorations à faire, disons, notamment en matière des statistiques administratives. Parce qu'il y a aujourd'hui, l'ANSD, il y a des données qu'elle ne produit pas. Je donne les données agricoles, par exemple, ou même les données de certains services comme les statistiques du travail. Tout ça, c'est produit par les ministères. Et l'ANSD les prend, les intègre dans les comptes nationaux et dans les documents. Il y a deux modèles. Il y a des pays qui ont ce qu'on appelle un modèle de système statistique centralisé. Le Sénégal a choisi un modèle décentralisé, mais sans doute que dans le futur, qu'il faudra voir si ce modèle-là ne peut pas être amélioré pour amener beaucoup plus en tout cas de crédibilité dans les chiffres qui se produisent au niveau sectoriel, parce que c'est ça la bataille. Parce que, tout en maintenant le modèle décentralisé, on peut évoluer vers un modèle un peu plus centralisé. On peut toujours laisser le modèle décentralisé, mais dans ce cas, c'est peut-être les agences de la statistique qui iraient faire la production dans les secteurs. Moubarak Lo est l'invité du grand jury. Question de Bassomar qui nous sort un peu de votre livre. Quel bilan faites-vous de la gestion économique du gouvernement du président Macky Sall et quel regard portez-vous sur l'avenir du potentiel économique du Sénégal? Bon, disons... Il vient de boucler 5 ans. Oui, moi, je me place en tant que recherche. Ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Encore une fois, si on compare les chiffres de 2016 par rapport aux chiffres de 2011, il y a une amélioration notable dans pratiquement tous les domaines, que ce soit la croissance, l'inflation, le déficit du compte courant. Donc, dans tous ces domaines-là, il y a une amélioration. Les exportations. Maintenant, je dirais que par rapport à mes recherches sur l'émergence, ce n'est pas encore suffisant. Il faut encore doubler les efforts. Je vous ai dit que pour la croissance, le bon chiffre pour moi, c'est 9,5. Ce n'est pas 7%. Donc, il faut quasiment augmenter de 50% le rythme de croissance de l'économie. Et ça, c'est pas une mince affaire. Ça demande des réformes très fortes, beaucoup de rigueur et beaucoup de mise en œuvre. Ça tombe bien pour parler du rehaussement par l'agence Moody's de la notation du crédit souverain du Sénégal qui passe de B1 positif à BA3 avec une perspective stable. Pour le commun des mortels, ça signifie quoi d'ailleurs? Bon, vous savez, ces agences de notation, c'est également Standard & Poor's, c'est Fitch. Mais Moody's, c'est un peu l'agence pionnière qui a démarré avant tout le monde. Elles prennent les données du FMI. Également, elles ont leur propre méthode, des indicateurs, etc. Ils cautionnent les pays aussi. Ils peuvent aussi questionner des investisseurs. Et sur cette base, ils font une notation avec des critères. Et sur cette base, maintenant, ils notent les pays. Le Sénégal est noté BA3, c'est-à-dire c'est une note moyenne. Dans leur classement, c'est moyenne inférieure. Qualité moyenne inférieure.
Alors qu'il y a des pays qui ont triple A. Ça, c'est un peu le summum. Donc, disons que Moody's nous a donné environ 10. Oui, en même temps, on devance des pays comme la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, on a la même note. On a la même note. Oui, la même note, oui. On rattrape la Côte d'Ivoire, c'est ce que dit Moody's. On devance le Ghana, le Nigeria, le Gabon, même l'Égypte. Le Kenya. Oui, c'est vrai que, disons, si vous considérez que les pays africains, nous faisons partie quand même des pays performants. C'est moyen au niveau mondial, je vous ai dit c'est 10 sur 20, mais au niveau africain, ça fait partie des performeurs. Je ne dis pas les meilleurs performeurs parce qu'un pays comme le Botswana a une note de A2. Ça veut dire que le Botswana est considéré comme un pays avec une gestion de qualité supérieure. Donc notre ambition, c'est d'être aussi bien que le Botswana. Oui. Mais de ne pas nous suffire de ce qu'on a obtenu. Absolument. Et d'ailleurs, il y a quand même une critique aussi que fait l'agence Moody's concernant les investissements, par exemple. Oui, les investissements, c'est les investissements privés. Qu'on a plus des investissements de l'État et moins d'investissements du secteur privé. Bon, disons que ce n'est pas conforme à la réalité. Si vous prenez aujourd'hui... Ah oui, là vous contestez la remarque de Moody's. Oui, vous savez, encore une fois, ces institutions ne font que répéter ce que dit le FMI. Je les connais très bien. Ils ne disent pas autre chose parce que c'est un peu la simplification. Vous ne leur accordez pas trop de crédit? Non, on leur accorde des crédits pour leur méthode, mais nous sommes beaucoup plus proches de la réalité. Ce n'est ni la Bible ni le Coran. Exactement. Si vous prenez pourquoi on s'accroche tout le temps? Moody's a dit, Doing Business a dit, non, mais c'est toujours utile. La Banque mondiale a dit. Oui, disons, ça donne des signaux, ça vous donne une comparaison internationale. Oui. Malgré tout, nous connaissons mieux notre pays. Si vous comparez l'investissement privé au Sénégal, c'est dans les 1700 milliards, si ma mémoire est bonne. C'est énorme, l'investissement privé. C'est l'investissement total fait environ 26% du PIB. Mais quel privé? Il y a le privé national, le privé installé, le privé étranger. Ce n'est pas nécessairement le nouvel investissement. Ce n'est pas forcément le nouvel investissement, c'est l'investissement global, à la fois des industries installées, même du secteur primaire, mais également les nouveaux investissements. Les nouveaux investissements, c'est plus de 200 milliards par an. Oui, mais il est important de préciser quand même, quand on dit il y a des investissements privés, il s'agit de quel privé, Moubarak? C'est important. On peut obtenir l'émergence, mais une émergence tournée vers l'extérieur. Est-ce que c'est le secteur privé national? Pour l'essentiel, l'investissement est le fait des investisseurs installés au Sénégal. Maintenant, et qui sont des étrangers avons choisi, la plupart du temps. On a choisi, dans le droit des affaires de l'OHADA, c'est un choix, de ne considérer comme national tous ceux qui sont installés au Sénégal. Donc on ne fait pas la distinction entre étrangers encore que c'est très important, c'est de l'argent aussi qui sort du pays. Mais donc l'investissement privé est beaucoup plus important que l'investissement de l'État. C'est vrai que maintenant, en termes de nouveaux investissements, c'est là où l'élément est important. L'État est en train d'accélérer les grands chantiers. Parce que vous avez le chantier du TR qui va coûter plus de 500 milliards. Vous avez... presque 600 milliards. Voilà, vous avez les grandes milliards. Infrastructures, Ila Touba, etc. Et tout ça fait que... et vous y souscrivez? Comment? Tous ces milliards-là qui seront investis dans ces infrastructures. Du Premier ministre, je ne peux que avoir, disons, le politiquement correct, c'est de dire que c'est de bons investissements. Mais est-ce que c'est économiquement correct? Je ne peux pas juger ce que fait le Premier ministre ou le Président de la République. Où est la liberté de Mouraglo, économiste en chef? Pas en tant qu'économiste en chef du Premier ministre. C'est compliqué. Je ne peux que souscrire à ce qui est fait par le gouvernement. Même quand c'est mauvais? Je ne peux pas donner d'opinion sur ce qui est fait. Mais revenons au secteur privé parce qu'il y a l'enjeu de l'emploi aussi. Aujourd'hui, quand on parle d'emplois créés, il y a des chiffres qui ont été donnés officiellement. On parle de près de 240 000 emplois créés depuis 2012. La part du secteur privé, elle doit être importante, non? Bon, l'emploi, moi je pense que c'est un domaine où il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a des contrats qui sont signés. Mais ces contrats, est-ce que c'est des contrats, disons, distincts? Parce que le même employé peut avoir plusieurs contrats. Ce qui est important pour moi, c'est le taux d'occupation.
qui n'est pas très élevé aujourd'hui au Sénégal. Parce que tout à l'heure, en faisant la comparaison entre la Corée et le Sénégal, je vous disais que les Coréens avaient des taux d'occupation beaucoup plus élevés. Donc pour le Sénégal, la clé, c'est de mettre au travail les Sénégalais. Les Sénégalais ne travaillent pas assez. Il y en a pas. Vous avez pratiquement plus de 40%, voire même 45% des Sénégalais qui ne travaillent pas aujourd'hui. Maintenant, on ne les compte pas comme chômeurs, parce que pour être compté comme chômeur, vous devez aller demander un travail. C'est ça la définition du BIT. Mais aujourd'hui, il faut créer un rythme d'activité et des opportunités qui permettent que tous les Sénégalais, principalement, puissent avoir une activité. C'est ça le défi aujourd'hui. Il y a une amélioration en termes de rythme de création d'emplois, mais c'est largement en deçà des besoins, disons, de la société. Surtout qu'il y a un engagement fort du candidat Macky Sall devenu président de la République. Vous étiez dans son directoire de campagne de créer 500 000 emplois en 7 ans. Quand je vous ai interrogé la dernière fois, on était en plein débat, est-ce qu'il y aura un septennat ou plutôt un quinquennat? Vous m'aviez dit, bon, il faut tenir compte quand même que moins de 2 ans, ça ferait 350 000. Aujourd'hui, on l'attend sur 500 000 emplois qui doivent être créés au cours de ce septennat. Est-ce qu'on est dans le bon rythme? Est-ce que vous pensez que cet objectif sera atteint? Bon, tout dépend de la définition de l'emploi. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous comptabilisez que les contrats annuels, en mi-2016, les statistiques du ministère du Travail faisaient état de 243 000 emplois cumulés. Mais comme j'ai dit, dans ces 243 000, ça peut être le même travailleur qui a travaillé plusieurs fois. Donc dans les 500 000 aussi, il faut pouvoir différencier. Est-ce que ce qui était ciblé, c'était 500 000 jeunes, femmes ou adultes à qui on donne de l'emploi, ou bien c'est juste 500 000 contrats. Comme le concept n'a pas été clarifié, bon, maintenant on peut toujours... oui, est-ce que le rythme actuel permet de croire que les 500 000 emplois seront atteints en 2019? En tout cas, si on suit la méthode de calcul de l'année dernière, oui. Parce que chaque année, vous avez plus de 50 000 contrats déjà, plus maintenant les entreprises qui se créent, vous avez également la part de l'État avec la fonction publique. Mais effectivement, si vous voulez répondre à la demande sociale, c'est vrai, le plus important, c'est le jeune de pouvoir lui donner un emploi. On va courir un peu, il nous reste 5 à 6 minutes. Pour revenir à l'agence Moody's, ça me permet de vous interroger sur la dette du Sénégal. L'agence dit que les indicateurs de la dette du gouvernement sont globalement conformes à ceux des souverains classés B à 3. Ainsi, bien que le taux d'endettement du Sénégal, 60% en 2016, soit plus élevé que celui des pairs comparables, médiane de 45%, le ratio de la dette sur les recettes de 220% est plus conforme à la situation des pairs et que le coût moyen de la dette est plus favorable, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, est-ce que l'endettement du Sénégal doit inquiéter? Disons qu'il ne doit pas inquiéter, mais comme le dit le FMI, il faut de la prudence. Le gouvernement s'est engagé à justement apporter cette nécessaire, en tout cas, rationalisation pour pouvoir continuer à avoir une dette viable à long terme, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous avons une dette qui est viable à long terme, avec même le rebasing, comme vous dites, la réforme, la révision des méthodes de calcul du PIB, ça va réduire en quelque sorte le ratio dette par rapport au PIB. Mais le plus important, c'est la part de la dette dans les recettes de l'État. Parce que là aussi, si vous faites le rebasing, mais que l'impôt ne suit pas, les recettes peuvent ne pas suivre l'augmentation du PIB. Et donc, ça peut toujours créer ce défi d'une dette qui prend beaucoup dans les recettes publiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, la dette est bien gérée dans le pays. Les gens, en tout cas au niveau du ministère des Finances, font attention à ces seuils-là, et je suis sûr qu'on ne franchira jamais les seuils... en tout cas qui présenterait des risques pour le pays. Le seuil fixé par l'UEMOA, c'est 70%, mais la question de la dette, c'est moins le fait de s'endetter, et c'est
plutôt le plus important, c'est où va la dette. Est-ce que quand vous regardez notre rythme d'endettement et la pertinence de l'investissement de cette dette dans les secteurs d'activité économique, est-ce que vous avez tendance à croire qu'elle compromet les générations futures ou pas? Bon, disons que la dette, pour l'essentiel, est utilisée pour financer des investissements. On ne s'endette pas pour financer des salaires. On a un budget qui est géré de manière responsable, qui fait que l'État aujourd'hui arrive en tout cas prendre en charge ses dettes courantes et à même dégager une épargne publique. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est la pertinence de l'investissement. Parce que parfois l'État peut investir dans un domaine que le privé aurait pu faire. C'est peut-être ce débat qu'il faudrait avoir, mais l'État investit essentiellement dans les infrastructures ou dans l'éducation, dans les secteurs sociaux qui permettent de préparer le futur, parce que les générations futures, elles ont utilisé ces infrastructures et c'est eux également qu'on prépare à travers les écoles qu'on construit. L'autosuffisance en riz, c'est en 2017, on y est. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'au 31 décembre prochain, le Sénégal sera autosuffisant en riz. Ifraba, très vigilant, vous rappelle, vous, Moubarak Loh, dans une de vos sorties sur la RFM, vous affirmiez que l'autosuffisance en riz en 2017 ne pouvait pas se faire. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est sa question. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas affirmer qu'on va l'atteindre, parce que je n'ai rien qui me le prouve, personnellement. Mais je fais confiance à ce que dit le ministre de l'Agriculture. Je dois juste distinguer la production, parce que vous pouvez produire, mais le plus important, c'est la consommation. On est autour d'1 million de tonnes, selon les chiffres officiels, de riz paddy. Il faut que qui perd un peu de sa quantité, presque à peu près 30% de sa quantité. Oui, mais il faut que les Sénégalais fassent confiance à leur riz. Tant que les Sénégalais continuent à consommer, parce que l'autosuffisance, c'est quoi? C'est arriver jusqu'à ne plus avoir besoin d'importer. Mais si vous continuez, si vous produisez, mais que les Sénégalais continuent d'importer comme avant, je ne sais pas si on pourra... Oui, et les services du ministère du Commerce ont dit récemment que nous continuons à importer 800 à 900 000 tonnes. Donc il faudra sans doute qu'on prenne des orientations, qu'on mobilise les Sénégalais pour les amener à consommer le riz local. Vous ne croyez pas qu'on va atteindre l'autosuffisance en riz en 2017? Je vous ai dit que je distingue c'est la question de Ifraba. Pour moi, la clarté. Pour moi, la vraie question, c'est les importations de riz. Tant qu'on continuera à importer du riz, ça voudra dire que le besoin est là. Donc, il faudra que ce besoin cesse, que les Sénégalais puissent accéder au riz local. Donc, c'est ça qui permettra vraiment de juger. Et si cet objectif n'était pas atteint au 31 décembre 2017? Ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, le plus important, c'est le rythme. Le rythme a été créé. Je pense qu'il y a, malgré les statistiques, chacun peut avoir son point de vue sur les statistiques, mais personne ne peut nier qu'il y a un rythme qui a été créé. Il y a un élan en matière de production risicole et agricole en général. Question à réponse, oui ou non. Êtes-vous pour que l'on quitte le franc CFA, que le franc CFA soit abandonné? Non, mais on peut toujours améliorer, mais surtout aller vers la monnaie de la CEDEAO, parce que c'est ça que le Sénégal a signé. L'enjeu des législatives du 30 juillet prochain au Sénégal, selon vous, c'est quoi? L'enjeu, je pense, c'est le premier tour de la présidentielle. Ah oui. Donc, on aura le pouvoir et l'opposition. Maintenant, chacun devra s'organiser pour pouvoir emporter cette bataille et les électeurs vont juger. Et quand vous dites c'est le premier tour de la présidentielle 2019, ça veut dire quoi? Qui gagne les législatives de manière importante a des chances de l'emporter en 2019? Oui. C'est souvent un bon signal parce que si vous regardez historiquement, les locales de 2009 au Sénégal avaient déjà donné un peu un avant-goût de ce qui se passerait pour les présidentielles de 2012. Oui, mais on sait que les locales de 2009, comme les législatives de 98, au vu de leurs résultats, on prédisait presque la chute du pouvoir en place. Ouais, on se trouverait dans la même situation en termes d'enjeux. On verra en tout cas ce qui va se produire. C'est vrai que une défaite ne serait pas une bonne chose
pour le pouvoir, je pense qu'il va se battre pour ne pas perdre. Présidentielle française, ils sont 11 candidats. C'est ce dimanche. Il y aura 2 qui seront qualifiés parce que là-bas, le deuxième tour, c'est un acquis définitif pratiquement. Ouais. On le dira ainsi. Vous en pensez quoi? Bon, j'en pense que c'est une présidentielle très ouverte. On a encore les 4 candidats qui peuvent être qualifiés pour le second tour avec des situations inédites. On peut avoir en deuxième tour Mélenchon-Le Pen, bien que ce ne soit pas la tendance la plus probable. Ce qui est plus probable, c'est Macron-Le Pen. Mais on peut avoir aussi Fillon-Macron. C'est une possibilité. Mélenchon a, disons, beaucoup moins de chances de se qualifier. Ce serait la surprise du chef, en quelque sorte. Très bien. D'avoir le Mélenchon au deuxième tour. Mouba Aglo, on est au bout de notre entretien. Le grand jury, merci encore d'être venu. Je rappelle que vous êtes économiste en chef et conseiller spécial de monsieur le Premier ministre du Sénégal. Vous venez de signer L'émergence économique des nations, définitions et mesures, un livre que je vous recommande bien sûr, vous, chers auditeurs. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Imra Kane, à la technique Abdoulaye Diop, Digital Manager Maguette Koulibaly. Il y a aussi l'équipe de TFM Info qui est là et qui filme ces émissions que vous aurez l'occasion un jour de regarder. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.